Alors Alain, est-ce que ta vision politique, quelle vision nous donne de la force en politique? C'est des questions dures, là. Partir comme ça. Bon, C'est alors, tellement vaste. Hein. euh, Attends, la force en politique. La force en politique. C'est une grosse question. Attends. Pour aborder la question de la force en politique, de façon très pratique, ça se fait toujours négativement. C'est la vérification de ton immense faiblesse quand tu essayes de faire de la politique. Et la découverte, quand tu t'intéresses à l'opposition, en réalité des fausses forces que représente l'opposition. En fait, pour répondre à la question de la force en politique, ça passe par la conscience de l'incroyable impuissance que tu as quand tu veux commencer à te coltiner le système, tu vois. C'est-à-dire, tu prends déjà conscience de l'incroyable force du système. C'est vraiment une organisation globale où il y a évidemment l'argent, l'idéologie, les médias, la classe dominante, enfin, la cooptation de tous les collabos. Enfin, c'est une énorme puissance et la faiblesse très très grande de l'opposition. Et en plus, je crois que cette conscience est terriblement tragique en ce moment, enfin en tout cas depuis 20 ans, puisque si on a pu penser qu'à un moment donné, il y avait des oppositions un peu fortes, d'ailleurs c'est une question, enfin, à l'époque où par exemple le PC était très fort et qu'il y avait un dialogue PC-bourgeoisie dans le dialogue Parti communiste Raymond Aron, enfin tu vois, on avait le sentiment qu'il y avait des forces qui s'affrontaient. On a bien vu depuis, enfin, après mai 68, s'accélérer la dissolution totale des forces d'opposition, d'abord d'ailleurs théorique, puis après pratique, puisque quand il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus non plus il n'y a plus même de défilé du 1er mai à la fin, de défilé unitaire du 1er mai. Et aujourd'hui, quand tu te dis qu'il faudrait renouer avec l'opposition, ça part d'une colère individuelle, tu cherches où est la force, à quelle force t'agréger, t'en trouves pas, et t'as un sentiment total d'impuissance. Et à un moment donné, tu te poses la question, comment réellement, à part la colère individuelle enfin, l'expression, la critique verbale, comment reconstituer une force pour s'opposer à l'incroyable force du système. Donc pour moi, le premier élément de réponse, c'est ça, c'est tu découvres la question de la force en politique par l'incroyable fragilité dans laquelle tu te retrouves quand tu veux t'opposer, et tu te rends compte que si tu veux passer d'une opposition verbale, et si tu es sorti de la fausse opposition, tu vois, c'est-à-dire qui t'amène à Canal+, tu vois, et aux plaisanteries des animateurs de Canal+, comme toute la question de l'opposition politique passe par constituer une force d'opposition. Et, c'est un chantier finalement infiniment plus compliqué parce que concret et qui est en fait le moment clé de la problématique, c'est beaucoup plus compliqué que la théorie, tu vois. Produire le discours critique finalement est assez facile, il y a un consensus là-dessus aujourd'hui. Construire la force qui te permet que ce discours critique soit une force politique d'opposition, c'est un problème incroyablement compliqué. Et c'est d'autant plus que des tas de gens, je m'en suis rendu compte, ne comprennent absolument pas ce que c'est que la politique. Quand j'en discute, il y a beaucoup de gens, notamment parce que beaucoup de gens qui s'intéressent à la politique sont des universitaires, donc ils ont tendance pour eux, la vie, c'est écrire sur un tableau noir. Il y a des gens, par exemple, qui t'expliquent que pour changer les choses, il faudrait faire ça. Alors ils te disent, il faudrait renationaliser ça, il faudrait je ne sais pas quoi, faire une pression sur telle classe sociale, il faudrait changer les rapports géopolitiques. Et quand ils ont dit ça, ils pensent qu'ils ont fait de la politique. Alors en réalité, c'est à partir de la situation actuelle concrète, quelles sont les médiations pour se donner les moyens d'y arriver, tu vois, de commencer. C'est-à-dire comment j'agis sur la réalité en me servant de la réalité telle qu'elle est. Hein. C'est-à-dire sortir justement de la branlette universitaire étudiante, du révolutionnaire sur tableau noir. C'est-à-dire comment on fait les médiations. Tu vois, et cette question-là, il y a des gens qui ne la comprennent même pas. Tu vois. C'est-à-dire, est-ce qu'on rentre dans un parti, on essaie de le transformer? Est-ce qu'on cherche des sponsors parce qu'il faut de l'argent et où est-ce qu'on doit aller les chercher? Cette question-là, il ne se la pose même pas. Il dit, il faudrait que, tu vois. Alors que toute la politique, la politique, c'est que ça. C'est une fois que tu as la théorie, qui est assez facile, c'est comment constituer une force pour passer de la théorie à la pratique, tu vois. Et, moi, c'est pour ça que je suis un peu sorti des bouquins et que j'ai monté, par exemple, Égalité et Réconciliation. C'est de dire, bon, maintenant qu'on a
critiquer le système, bon, il y a un consensus critique, c'est comment essayer d'agir. Voilà. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens ne voulaient surtout pas se poser cette question, et surtout pas mettre le pied là-dedans, parce que c'est le début des emmerdes, hein, quand tu commences à essayer de constituer une force. Et après, tu vois, comme c'est incroyablement difficile, ça peut être incroyablement dérisoire, et que malheureusement, tu n'as pas le choix. Tu vois. C'est de monter une petite organisation. À un moment donné, tu as 300 types qui sont capables de cotiser 30 euros par an. Je sais pas si tu vois. Et tu es face au grand capital financier mondialiste. Je sais pas si tu vois les échelles, tu vois. Et malgré tout, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Alors après, évidemment, tu as toutes les théories des raccourcis, tu vois, qui a donné l'entrisme lambertiste au PS, tu vois. On prend le mouvement et puis on arrive au pouvoir. En réalité, toutes ces stratégies-là ont toujours conduit au ralliement et à la trahison. Et la question est toujours la même, c'est je dois passer par des médiations concrètes, je fais une analyse qui est à peu près cohérente, et après je me mets au boulot pour le faire. Par exemple, l'idée aujourd'hui, c'est pour qu'il y ait une force révolutionnaire dans notre monde, c'est qu'il faut réconcilier le salariat et les classes moyennes. Tout le monde le dit, je crois que même les économistes communistes le disaient déjà en 90, ça passera par la PME, ça passera par le retour au national. Comment on arrive à faire ça, réconcilier la classe moyenne et le salariat? Comment le faire concrètement? Est-ce qu'on fait des conférences? Qui vient? Sachant que les médias ne te donneront jamais la parole pour dire ça de façon efficace, tu ne vas pas être invité à TF1 pour le dire. Ce qui pose alors la question d'un moment donné, quand un Besancenot est invité chez Drucker pour vendre sa salade anticapitaliste révolutionnaire, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on ne te donne jamais ces moyens-là, normalement, si c'est sérieux. Et donc, c'est là que tu comprends, par exemple, la différence entre Lénine et Rosa Luxembourg, tu vois. Ils ont à peu près la même analyse sur, je sais pas quoi, l'accumulation, l'impérialisme, etc. Et il y a d'un côté une universitaire qui te dit les conditions objectives sont réunies, ça va se faire, et un autre qui n'y croit absolument pas, et qui se dit il faut monter une avant-garde révolutionnaire, il faut trouver de l'argent. Donc ils montent une école de formation de révolutionnaires en banlieue parisienne, ils passent un pacte avec les services secrets allemands, ils trouvent de l'argent sans doute chez les banquiers new-yorkais, enfin tu vois, il y a ce côté-là. Et comment, dans ce pragmatisme absolument essentiel, comment ne pas perdre la finalité qui est la révolution? Parce qu'en réalité, si on s'intéresse à tous les processus révolutionnaires, c'est-à-dire où réellement il y a l'histoire du rapport de force et de la victoire, c'est-à-dire du basculement d'un pouvoir en un autre, c'est aller s'appuyer sur des forces qui existent déjà, qui sont souvent chez l'ennemi, et qu'est-ce qui s'est conservé dans le projet initial et qu'est-ce qui s'est perdu. Il y a des gens qui te disent Lénine était un agent allemand, tu vois. Et là, c'est une question où la Révolution française est financée par les Anglais pour punir Louis XVI de son soutien à l'indépendance américaine. Enfin, tu vois, est-ce que réellement, ça peut même être une question, est-ce que réellement il y a eu une seule fois ça a réussi dans l'histoire, que réellement une force d'opposition a réussi à se constituer et réussi à atteindre son projet qui était de remplacer par exemple une domination par une autre, tu vois. On peut même se poser une question, on peut même se poser la question que c'est à chaque fois, ça n'est peut-être même jamais arrivé. Là, on se dit finalement le fascisme italien, c'est un faux socialisme dévié, repris par la classe qui dominait déjà, parce que c'est tendre la main à un aventurier, parce que si c'est pas à lui qu'on tend la main, il peut réellement y avoir une révolution qui se passe, et finalement c'est dévoyé, ce qui conduit à dire que finalement le problème du fascisme, c'est pas le projet fasciste, c'est que ça l'a jamais été, c'est que finalement c'est le capital qui continue à dominer par d'autres moyens. Enfin, tu vois, c'est la question de la force, pour moi, c'est ça. C'est comment avoir un projet de résistance, d'insoumission et de renversement de pouvoir, comment s'appuyer sur des médiations concrètes, bon, ça peut être la colère, la misère, et comment, malgré ces médiations nécessaires qui sont des impuretés par rapport à un idéal, tu sais, de se dire la conscience spontanée des masses va faire qu'à un moment donné on va basculer vers le bien, comment faire que le projet initial ne se perde pas à travers ces médiations qui sont toujours... l'argent, tu vas le chercher, l'argent c'est toujours le capital, tu vois ce que je veux dire. Donc, et ça c'est la question, c'est la politique sérieuse passe par une impureté terrible, et c'est la condition de réaliser le projet pur du départ. Si tu restes dans la pureté, il ne se passe jamais rien. Et l'histoire nous montre, à cause du
fait que l'homme est ce qu'il est, que par ces médiations-là, souvent le projet initial s'est perdu, et ce qui fait d'ailleurs souvent dire aux bourgeois un peu malins, un peu réactionnaires, finalement, ça revient au même, à quoi bon, tu vois, il y a un côté terriblement désespérant. Et on est toujours dans la même problématique. Si je prends l'exemple dans ce moment, c'est comment faire pour résister aujourd'hui en France à une oppression qu'on a très très bien identifiée. Alors on se dit, il faut fédérer les colères. Donc il faut donc être capable de transformer une colère en prise de conscience, en désir d'engagement. Donc aller chercher les gens, c'est-à-dire faire des conférences, se dire comment on pénètre le mouvement ouvrier, comment on pénètre le mouvement étudiant, après se dire comment on peut s'appuyer sur des forces extérieures, tu vois. Alors, en ce moment, tu t'es dit, est-ce que ce que fait Poutine en ce moment peut être un espoir de rééquilibrage, est-ce que alors ça te conduit à dire, est-ce qu'on peut essayer d'aller voir si les Russes peuvent pas nous aider, enfin des trucs, tu vois, des trucs comme ça. Est-ce qu'une moyenne bourgeoisie humiliée par le grand capital financier pourrait avoir le courage à un moment donné en douce de nous aider un peu, parce qu'effectivement ils sentent qu'ils vont être liquidés dans ce jeu et qu'ils ne peuvent même plus collaborer au grand capital. Enfin, tu vois, et ça consiste à tenter des trucs, tu vois, ce qui est un bricolage qui t'amène souvent très très loin de la simple discussion de départ, c'est le truc que tu fais sur un tableau noir. Bon, il faut faire ci, il faut faire ça. Et à mon avis, analyser ce qu'il faut faire devant déjà une bonne culture, un vécu adéquat et un travail conceptuel sérieux. Et après, quand tu as dit, il va falloir faire ça, essayer de le faire, ça peut prendre 30 ans. Tu vois. Et dans l'échelle d'une vie humaine, c'est carrément miraculeux si tu y arrives. C'est-à-dire que si en plus tu n'as pas l'histoire qui vient à ta rencontre et qui t'aide un peu, tu as de bonnes chances de jamais y arriver. Donc c'est pour revenir à ta question, la question de la force, c'est vraiment la question de l'impuissance, quoi. La politique, c'est une entreprise de domination. Alors ça peut être dominer le chaos, dominer les forces hostiles, dominer la situation au sens de maîtrise, tu vois. Et puis cette domination, exactement comme le djihad ou comme, je sais pas, la notion de peuple élu, peut avoir une version haute et une version basse. C'est-à-dire de mettre en place des élites légitimes dans le but d'avoir une vision pour faire monter l'intérêt général et le collectif, tu vois. Ou alors une domination qui est une spoliation, un parasitisme, un mépris, etc. Enfin, tu vois, il y a toujours les deux lectures du peuple élu, du djihad et de la domination politique. Mais toute politique est de la domination, par définition. Hein, et dominer la situation est la chose à faire pour les hommes. Puisque sinon, c'est le chaos. Tu vois, mais le problème, c'est la perversion de la domination. Voilà. Donc c'est le combat politique est permanent. C'est qu'il doit y avoir des élites, mais elles doivent être légitimes et travailler pour le bien commun. Aujourd'hui, nous avons des élites illégitimes, parasites, qui travaillent à la destruction de la France. Donc il n'est pas question de passer du politique à l'anarchie. Ça, c'est des trucs d'ados ou d'alcooliques. Enfin, tu vois, l'anarchie n'existe pas. C'est un non-sens. Hein. Mais par contre, il est question de retourner à une saine conscience et une saine pratique de la domination, au sens de dominer dominer les éléments, dominer les événements, dominer son destin. Et ça, c'est effectivement la définition de la politique, c'est ça. Le but de la politique, c'est la domination. Il n'y a aucun doute. Mais ça contient tout, le pire et le meilleur. Et il n'y a rien au-delà, hein. Il n'y a rien en dehors. Hein. Il n'y a rien en dehors du politique au niveau du. Enfin, sauf tu vois, dans la sphère commune, dans le monde du nous, il n'y a rien en dehors du politique. Là, je vais être hegelien, tu vois. Tout ce qui est de l'ordre du nous est politique, et tout ce qui est de politique est de l'ordre du nous. Il n'y a rien en dehors. Hein. Tu vois. Sinon, on est effectivement dans le rapport intime de l'amour entre un homme et une femme, etc., quoi, qui est effectivement une autre question. Et je veux dire, tout le nous est politique, tout le politique est la question du nous, et c'est toujours lié à la question de la domination, de la maîtrise, du projet, tu vois, de la vision globale, etc. Il n'y a pas de... pour moi, si on ne fait pas ça, on n'est pas dans le politique, ou alors, effectivement, on est tout à l'heure, la stratégie de la fuite, qui est une stratégie temporaire politique, ou une espèce de stratégie où on voudrait qu'elle se généralise, effectivement, comme on ne peut pas reprendre possession du truc, on s'en extrait totalement, et qui est toujours pour le but de dominer son destin, de dominer sa réalité, de dominer son environnement, et d'échapper à la domination de l'autre. Il est évident qu'en plus, aujourd'hui, pour créer une force et prendre conscience de la violence, c'est beaucoup plus facile quand tu as deux équipes comme en sport. C'est sûr que le rapport classe contre classe, bourgeoisie très identifiable,
au niveau des signes, au niveau enfin, tu vois, au niveau de la barrière, un prolétariat très solidaire de par sa praxis, etc., c'était plus facile. En plus, aujourd'hui, il y a une complexification incroyable des rapports, une énorme subtilité de la propagande qui a muté en communication et en spectacle. Donc tout ça, c'est effectivement des difficultés supplémentaires. Et notamment les rapports de classe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est toujours dans des combats transclasses. C'est-à-dire que, pour dire, c'est plus facile de faire bouger le monde ouvrier contre la bourgeoisie, c'est Arlette Laguillet, c'est assez facile, tu vois. Les prolos en bleu contre les bourgeois avec des cravates, c'est facile. Mais quand, à un moment donné, tu as les couches moyennes salariées qui sont un glacis, si tu veux, qui crée une espèce de zone tampon entre les ouvriers spécialisés, les ouvriers qualifiés, et le capital qui lui-même a besoin, à son niveau de technicité, de technogestionnaires, qui sont des salariés, et qui donc appartiennent à ce glacis des couches moyennes salariées. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a cette complexification des rapports de classe qui fait que tu n'arrives plus à trouver deux équipes pour créer l'affrontement. Et ça peut effectivement déboucher chez les gens, et puis surtout quand l'ennemi s'en sert, en disant il n'y a plus de lutte des classes, tu vois, ça conforte et la dépression, et l'individualisme, et le sentiment d'impuissance totale que la bourgeoisie positiviste, tu vois, t'habille de scientificité, c'est-à-dire la fin de l'histoire, c'est-à-dire pas d'alternative, le reste étant du délire, de la métaphysique, de l'aliénation, etc. Or, il y a toujours l'analyse possible comment dirais-je, l'équipe à constituer d'opposition. Même moi, je me dis, soit on tente de changer le régime globalement, soit il y a toujours la solution du camp des saints, enfin, je veux dire, de monter effectivement une communauté où on vit selon nos propres règles, en essayant de ne pas se faire trop emmerder. Ça existe beaucoup aux États-Unis, ça, en fait. Hein. On va prendre un village des Cévennes abandonné, puis on vit entre nous, parce que si on doit se battre pour changer la société globalement, parce que c'est un devoir, je dirais. C'est ça la politique, c'est de se battre pour tous, mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là, et puis si au cas où on échoue, on a le droit aussi d'essayer de sauver sa propre peau avec ses amis. Hein. On n'est pas... Et il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça aujourd'hui, parce qu'effectivement, ils pensent que les stratégies politiques globales, d'abord, sont dangereuses, parce que souvent, elles sont totalitaires, totalisantes, qui n'y croient pas que ce soit possible, et qui se disent on n'a qu'une vie. Moi, les 15 prochaines années, je veux les vivre selon mes... Enfin, pas selon mes règles, mais ne pas subir ce chaos total, libéral, libertaire, ignoble, qui devient insupportable, et qui, contrairement aux 30 Glorieuses, n'apporte pas un peu plus de pouvoir d'achat, en plus. C'est-à-dire qu'avant... la poussée libertaire était une destruction de valeur, mais elle amenait un peu de qualité de vie. C'était la maison de campagne, tu vois ce que je veux dire. C'était la chaîne stéréo, c'était la pop musique, c'était la libération sexuelle réelle, où vous savez, il y avait un peu plus d'échanges sexuels, etc. Aujourd'hui, on a que les désavantages, en réalité. On a la dislocation de l'organisation classique, et on n'a même pas la fraîcheur pop, en plus. Hein. Donc face à ça, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui comprenant que le système est un système global, qui produit de la destruction de valeurs, dans l'éducation nationale et par l'éducation nationale, dans le monde marchand, dans l'entreprise, dans le monde du spectacle, etc., décident effectivement de sauver leur peau en se repliant à la campagne, je ne sais pas comment, en essayant d'y avoir une vie alternative. Moi, j'essaye d'échapper au salariat, j'essaie d'échapper à la consommation, je fais des... voilà. Donc c'est tout à fait, c'est tout à fait légitime. Ça peut être aussi une forme de stratégie révolutionnaire. Si, on peut, comme s'il peut y avoir l'explosion révolutionnaire et puis une forme d'implosion. Si tellement de gens en France décident de tourner le dos au système, d'aller vivre dans des petites communautés atomisées, c'est une forme révolutionnaire. C'est incroyable si ça atteignait une certaine échelle. Si d'un seul coup il y avait 2500 communautés qui se pondent en France, qui décident collégialement, en même temps, tu sais, comme des petites métastases un peu partout, de quitter l'éducation nationale, de quitter la consommation, de quitter la télé, etc. Ça serait un phénomène révolutionnaire atypique, tu vois, de genre nouveau mais intéressant. C'est-à-dire que moi, toutes les expériences m'intéressent, y compris la décroissance, tout ce qui lutte, qui résiste au système et qui produit effectivement de la critique intelligente du système et de la soumission au système m'intéresse. J'ai pas ce côté de l'arrogance des marxistes-léninistes à une époque où qui n'était pas avec eux était contre eux, tu sais, genre c'était le socialisme scientifique contre tous les autres. L'histoire nous enseigne l'humilité sur le plan révolutionnaire, parce qu'il y a beaucoup d'arrogants qui ont foiré. Je pense que si Karl Marx revenait aujourd'hui, il aurait peut-être moins d'arrogance envers Proudhon, tu vois, sans doute. Donc, moi, je n'ai absolument rien contre ces solutions alternatives. Hein. D'ailleurs, si elles se généralisaient, si elles se multipliaient, elles seraient assez subversives. Hein.
Le jour où il n'y aura plus que 10% des gens qui votent, que les mecs, ils ont décidé que leur vie était ailleurs, ça peut devenir carrément très angoissant pour le système. On voit que le système veut absolument que les gens continuent à participer aux mensonges démocratiques. Ils sont emmerdés par le taux d'abstention. Ils sont emmerdés par la désyndicalisation. Ils ont peur de ce que peut générer cet abandon. Les gens qui n'ont pas la graisse le système, ils lui tournent le dos et s'en vont. Hein, genre, voilà, comme on quitte la bagnole, on descend et on finit à pied. Quoi. Donc, voilà, c'est pas si mal, ça a du sens. Quoi. Mais aujourd'hui, les progressistes sont quand même très arrogants par rapport aux résultats qu'ils ont obtenus sur le plan social, sur le plan technique, c'est admirable. Mais je veux dire, l'accélérateur de particules du CERN, c'est génial, cette boucle de 27 km, etc. Mais qu'est-ce que ça change aux conditions de vie concrètes des gens qui habitent même à 3-4 km? Moi, j'ai plutôt vu, je suis allé à Évian-les-Bains l'autre jour, Évian-les-Bains qui a l'air encore relativement préservé, mais plutôt plus moche que l'Évian-les-Bains que je connaissais dans les années 60, et sans doute beaucoup plus moche que celui qui existait dans les années 30. Donc, à un moment donné, je me demande même si on ne devrait pas découpler complètement le progrès, la très haute recherche pure, tu vois, le CERN enterré, tu vois, ou même d'ailleurs des centrales nucléaires parfaitement déguisées en ferme, en bois, pour produire effectivement de l'énergie, mais surtout arriver par un projet politique et une vision du monde à pour autant, si tu veux, faire en sorte qu'on habite à nouveau dans des maisons en bois, qu'on boive du lait de vache, etc. Enfin, on pourrait imaginer une vraie remise à sa place de la technique, au service d'une vision sociale qui sait là où il faut de la technique, là où il en faut moins, enfin je veux dire de la fuite en avant technicienne, exactement comme dans un monde économique, au lieu de se demander si on doit faire du tout libéral ou du tout social, savoir dans cet espace discontinu qu'est l'espace social, là où le social est nécessaire et performant, dans les services publics, dans l'hôpital, là où le marché, puisqu'on est dans un marché d'échelle humaine, c'est-à-dire la restauration, laisser le libéralisme jouer, parce qu'il est évident que moi je suis contre les cantines socialistes, je suis pour le bistrot avec le patron et la cuisine de la patronne, donc je suis pour le libéralisme intégral au niveau de la cuisine, et par contre je suis pour le socialisme intégral au niveau de la sécurité sociale et de l'hôpital public. Donc je n'ai pas à me poser la question de savoir si je suis socialiste ou libéral. Je pense que de transposer à l'économie ce qu'on appelle l'espace idéal des nombres est une escroquerie, une bêtise et une escroquerie libérale. En réalité, l'espace économique est un espace politique et humain, est un espace discontinu. Hein. Il y a des plis, hein, il est comme il y a des vallées, il y a des montagnes. Et donc, il y a des endroits où il faut que ce soit social, des endroits où il faut que ce soit libéral. Tout ça piloté d'ailleurs par les représentants de la collectivité qui s'appelle l'État, hein, pour avoir effectivement une vision à long terme, pour tout ce qui exige une vision à long terme, comme l'éducation, la recherche, tout ce qui est stratégique, etc. Donc c'est un peu pareil pour la technique. Aujourd'hui, on pense la technique couplée à l'épopée industrielle ou marchande, et en fait, la technique comme moyen de produire de la plus-value. Parce que c'est vrai que c'est qui a produit une fuite en avant, qui n'a plus rien à voir avec le progrès, mais avec le fait qu'il faut faire juter de la plus-value. Aujourd'hui, l'histoire nous permet de critiquer les ambiguïtés du progressisme sur le plan de ce que ça a apporté comme progrès. Je veux dire, il y a eu, à l'époque de Marx, dire que finalement la différence entre la bourgeoisie et le socialisme, c'était, on prenait la même division du travail, le même Fordisme, le même Taylorisme, mais c'était produire de la richesse à tout prix par effectivement une transformation radicale de la société qui passait effectivement par le Fordisme, hein, mais que d'un côté c'était mis au service du capital et de l'autre du peuple. Ce qui veut dire qu'en gros, à la fin, tu poses la question, et c'est la question que pose le petit bourgeois proudhonien à Karl Marx, c'est entre un ouvrier du RSS qui travaille à la chaîne pour le bien de tous, avec une belle étoile au-dessus, et puis un couple avec un paysan et un ouvrier, et puis un mec qui travaille pour General Motors, au niveau du quotidien, quelle est leur différence concrètement de qualité de vie? Si on enlève le baratin, tu vois, entre l'ouvrier à la chaîne américaine et l'ouvrier à la chaîne russe. Toute la journée, ils visent des boulons, quoi, je veux dire. Alors dire oui, mais ça c'est pour le bien de la révolution, et la révolution c'est toi, et c'est le peuple, et tu participes à la grande aventure révolutionnaire. Et là, on voit vraiment qu'il n'y a que l'enthousiasme qui peut faire qu'il y adhère, et cet enthousiasme ne peut pas durer 70 ans, il a pu durer 10-15 ans. Mais le problème que ça cache, c'est que dans les deux cas, on a transformé l'aristocratie ouvrière de mecs qui étaient capables de construire une bagnole de A à Z, et pour qui la vie avait un sens, à des mecs qui, soi-disant, pour donner plus de sens à la vie, ont ici et maintenant perdu tout sens à leur vie quotidienne, c'est-à-dire 8 heures par jour dans un travail complètement parcellisé, abrutissant, etc. Et là, on revient aux ludites, au canut, tu vois, c'est que est-ce qu'on peut faire, comment dirais-je, est-ce que le progressisme n'est pas intrinsèquement réactionnaire et destructeur d'humanité?
Les sans-papiers, déjà, c'est un mot. Ce sont des clandestins, déjà. Hein. C'est des gens qui ont des papiers, mais d'un autre pays. Donc déjà, c'est pas tout à fait la même réponse, tu vois. C'est-à-dire que l'autre jour, j'ai entendu Besançon parler d'une sans-papière, il disait, tu vois. Là, c'est vraiment c'est le niveau zéro, quoi. Alors moi, ce qui m'intéresse avec les sans-papiers, c'est de découvrir que quand tu parles, quand tu donnes le micro à un intellectuel ou à un politique progressiste d'un pays d'Afrique, il te dit que c'est une catastrophe et qu'ils sont contre. Il dit, l'histoire des sans-papiers, c'est vider les forces vives de nos pays, alors que nous sommes déjà en sous-effectif. Parce qu'il faut pas oublier que le gros problème de l'Afrique, c'est la sous-population. Hein. C'est le continent le moins peuplé. Hein. Et en réalité, moi, ce que j'aimerais répondre à Besancenot, c'est que les Africains d'Afrique n'en lui ont rien demandé, et qui sont contre la logique d'attirer les forces vives de ces pays-là pour en faire les esclaves effectivement du MEDEF et comment dirais-je, la Libye humanitaire de la carrière mondaine de Besancenot. Donc tu vois, c'est posé comme ça, la réponse est déjà définitive. Les leaders progressistes africains sont absolument contre qu'on vide leur pays de leurs forces vives. Et le commentaire qu'on peut faire de ça, qui est un commentaire humaniste absolu, c'est que le destin d'un mâle de 20 ans malien est de devenir un homme prospère au Mali, et non pas celui qui vide nos poubelles et qui permet, si tu veux, aux bobos du Marais de se sentir compassionnel pour pas cher, tu vois. Et surtout pour moins cher d'ailleurs, hein, parce que c'est ça la clé, tu vois. Donc, la politique du sans-papier, c'est le niveau zéro de la politique, on le sait. On sait très bien effectivement que c'est l'alibi humaniste du mondialisme voulu par le capital, hein, et que ça participe intégralement au credo libéral, dont je le rappelle pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que le libéralisme, c'est la libre circulation des capitaux, des marchandises et des hommes en fonction des besoins du marché. Hein, et que toute autre variable est considérée comme obsolète, aliénante, rétrograde, etc. Donc de toute façon, le fait que des populations subsahariennes viennent en France, c'est pas du tourisme, c'est pas du voyage d'agrément, ou c'est pas le désir individuel de découvrir le vaste monde, comme dans un roman initiatique de Voltaire, tu vois. C'est des gars qui fuient la misère au risque de leur vie, parce que la misère a été relativement organisée dans leur pays par une domination économique qui d'ailleurs n'a pas de domination de nos peuples, mais souvent de nos multinationales. Et il vient là pour servir, pour faire du dumping social, accueilli d'ailleurs, comme le disait très bien Francis Bouygues à l'époque, il avait l'honnêteté de le dire qu'il en avait besoin, et fournissant, si tu veux, les bonnes œuvres à la bourgeoisie de gauche, parce que la bourgeoisie de gauche ne veut pas avoir les mêmes bonnes œuvres que la catholicité de droite, tu vois. Mais ce sont quand même des bonnes œuvres, c'est-à-dire que les sans-papiers, c'est les bonnes œuvres de la bourgeoisie de gauche, et on ne doit jamais confondre les bonnes œuvres et la justice sociale. Et pour quelqu'un qui a une vraie conscience progressiste, enfin une vraie conscience de gauche, parce que je parle à ces gens-là, il n'y a rien de plus répugnant que les bonnes œuvres, comme alibi du bien. Tu vois, c'est la dame patronnesse qui distribue des vêtements aux enfants miséreux des taudis, dont les loyers reviennent directement à son mari, qui en plus les fait travailler comme prolétaires sous-payés dans ses usines. Enfin, tu vois, on est là-dedans. Et Besancenot participe à cette arnaque totale. Alors la question, c'est de savoir, est-ce qu'il le sait ou est-ce qu'il ne le sait pas? Comme disait Balzac, c'est la part de crétin et de canaille en lui, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que si c'est un marxiste un tout petit peu formé, il sait très bien en gros que la régularisation des sans-papiers est la volonté de tous les patronats libéraux d'Europe. C'est ce que veut Madelin, c'est ce que veut Berlusconi, c'est ce que voulaient Zapatero, même si en ce moment ils ont même des petits problèmes de submersion qui vont leur poser des problèmes économiques graves, et que finalement, personne dans le monde des affaires n'est contre l'immigration clandestine et l'immigration choisie. Je vais répondre sérieusement et pas du tout de façon polémique. La sensibilité identitaire est totalement légitime. Aujourd'hui, il y a les destructions d'identités, on voit très bien que le mondialisme est un système de mixage de toutes les identités afin d'en produire une seule et qui soit une non-identité. Et donc, si tu veux, le réflexe identitaire est totalement légitime. Après, le problème, c'est les réponses, tu vois, qui sont apportées. Alors, les identitaires, c'est d'ailleurs pas par hasard qu'ils sont à Nice, en Alsace, parce que les identitaires d'Île-de-France, ça serait beaucoup compliqué pour eux. Ils ont une conception allemande de l'identité, hein, une conception Völkisch. Et là, si tu veux, c'est une formule que je pense assez brillante, mais j'invite les gens après à la développer eux-mêmes. Quand on a une conception allemande de l'identité en France, ça conduit à se soumettre à la conception anglaise de l'identité. Tu vois, c'est-à-dire mettre beaucoup de race et d'ethnisme dans l'identité française conduit finalement au communautarisme anglais. Or moi, je suis un identitaire français. Hein, et l'identité française, elle existe, et elle existe depuis bien avant la Révolution française. C'est une tradition qui est
qui est plus ouverte, qui est moins raciale, tu vois, qui est ce qui s'appelle d'ailleurs l'universalisme français, et qui en plus est un modèle civilisationnel qui est peut-être un des 3 modèles sérieux qui existent, avec le modèle justement communautaire capitaliste anglo-saxon, ce modèle universaliste français, et puis peut-être la Oumma islamia, le modèle musulman. En fait, il n'y a pas 36 modèles qui ont essaimé comme ça. Et nous avons converti l'Allemagne, l'Italie et des tas de pays même du tiers-monde à ce modèle-là, y compris l'Algérie du FLN. Sans Jean-Jacques Rousseau, ça leur serait jamais venu. Et moi, je suis en fait un identitaire français. Voilà, je me sens identitaire français. Et je dis aux identitaires, vous êtes des identitaires allemands qui allaient amener la France à se soumettre au modèle identitaire anglais. Et puis si je vais aller un peu plus loin, étant donné que ce sont des séparatistes régionaux et très anti-nationaux, finalement, leur vision du monde est exactement celle des Länder que veulent nous imposer l'Union européenne. Donc je me dis à un moment donné, vous prétendez résister contre le pouvoir. Or, ce pouvoir, aujourd'hui, c'est l'Union européenne. Et l'Union européenne veut casser les nations et mettre en place des Länder européens. Or, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte ou pas, mais les identitaires, de ce point de vue-là, sont un peu les idiots utiles de l'Union européenne, parce qu'ils accélèrent en fait le processus. Et croyant lutter contre la balkanisation de la France, ils accélèrent le processus puisqu'ils demandent des regroupements ethniques. Et donc, en fait, c'est un peu comme le rôle qu'a joué Milosevic dans la stratégie de destruction de la Yougoslavie par les Allemands et les Américains. Finalement, au lieu d'incarner la fédération yougoslave de Tito, il a incarné une grande Serbie ethno-raciale qui a permis d'en faire le méchant de service et d'accélérer au nom de ça la destruction de la Yougoslavie. C'est pas ce qu'il voulait sans doute, mais c'est un peu comme ça que ça a fonctionné. C'est-à-dire que finalement, les identitaires croient lutter contre l'éclatement ethnique de la France, mais en fait, ils y contribuent, puisqu'en fait, ils veulent qu'on se regroupe maintenant par origine ethno-raciale, ce qui a abouti forcément à un moment donné à abandonner la Seine-Saint-Denis, qui deviendra la République islamique de Seine-Saint-Denis. Or moi, par mon désir de sauver à tout prix l'universalisme français, que je ne réduis pas à l'assimilationnisme chauvet-de-montiste, après c'est encore un autre sujet, c'est un peu plus complexe que ça, je défends l'identité française et l'identité française, pas une autre, et j'essaye de lutter contre le projet de destruction de la France et de balkanisation de la France, qui est le projet de l'Empire, c'est-à-dire de l'Empire anglo-saxon, qui est le modèle alternatif au nôtre et qui nous a toujours haïs et qui a toujours voulu nous détruire, car nos vrais ennemis sont les Anglais et leur prolongement aujourd'hui en Amérique. Et j'essaye de leur résister, et j'ai bien compris dans ce sens-là que l'islamisation n'est qu'une stratégie et une conséquence du projet de domination anglo-saxonne et du projet de destruction du modèle français. Si on veut régler le problème de l'islamisation de la France, il faut régler le problème de la domination américano-sioniste sur la France. Ça c'est clair. Donc, et quand je parle avec les identitaires sérieusement, ils sont d'accord à peu près d'accord là-dessus. Mais ils te disent notre clientèle ne peut pas comprendre un discours aussi raffiné. Ils ont besoin, tu comprends, de foncer dans le chiffon rouge. C'est trop compliqué pour eux de charger le torero. Et puis ce sont des taureaux, c'est-à-dire qu'ils admettent un peu que leur clientèle est un peu bête. Tu vois. Moi, je n'ai pas envie de cette démagogie-là. Et nous avons chez nous des gens qui d'ailleurs effectivement sont plutôt des gens intellectuellement de bon niveau, qui nous rejoignent, et qui effectivement ont bien compris cette astuce. Et là d'ailleurs, je voudrais lancer un petit message à M. Dantec, puisqu'on avait à un moment donné une espèce de petit échange avec Dantec, qui lui prétendait que pour sauver les églises orthodoxes dans les Balkans, il fallait être derrière l'armée américaine. J'ai toujours dit à Dantec que soit il était un imbécile, soit il était un escroc, parce que c'est les Américains qui poussaient l'islamisation des Balkans. Et aujourd'hui, avec l'indépendance du Kosovo, sous l'égide de l'ONU, avec des mafieux albanais qui agitent des petits drapeaux anglais et américains, je n'entends plus parler Dantec. Il est évident aujourd'hui que si on veut sauver la chrétienté européenne, il faudra s'appuyer sur les Russes et surtout pas sur les Américains, qui ont justement pour projet de détruire cette chrétienté européenne en se servant de l'islam, mais en se servant de l'islam comme une arme contre nous, au-delà même des intentions des musulmans. Et c'est ça la réalité des choses. Et moi, je dis que celui qui est sur la ligne Dantec, derrière les Américains pour lutter contre l'islamisation, est soit un type qui n'a pas compris, en ce cas-là, l'histoire lui démontre, notamment avec ce qui se passe avec les Russes en ce moment, de plus en plus que c'est ça la bonne analyse, et s'il continue comme Dantec à donner des interviews au Jérusalem Post, c'est qu'en fait, il va à la gamelle et que c'est un escroc. Et je pense qu'il mérite à ce moment-là d'être sanctionné, c'est-à-dire d'être déshonoré, ce qui va être son cas, parce que les types qui marchaient derrière lui en pensant qu'ils voulaient sauver l'Occident chrétien, notamment
dans la région des Balkans. On comprend à peu près aujourd'hui qu'il s'était moqué d'eux. Et d'ailleurs, il ne dit plus rien. J'aimerais savoir ce que M. Dantec a à nous dire sur Poutine et sur la Russie poutinienne. Je pense qu'il va être un peu emmerdé. Voilà. Donc c'est aussi les petites... Quand on est sérieux et qu'on ne fait pas de concessions, on a des victoires tardives, mais on finit par les avoir. Parce que les processus historiques s'accomplissent et la vérité se fait jour. Quoi. Voilà. Donc là, j'ai un peu bouclé la difficile question d'identité. Et qu'on nous fait passer un agressé pour un agresseur, puisqu'en réalité, les musulmans aujourd'hui résistent en tant que monde, si tant est qu'il existe, à la mise au pas capitaliste anglo-saxonne. Je veux dire, ils sont en train ils sont en train d'y être soumis, après qu'on ait soumis la monarchie capétienne, puis les Hohenzollern, puis les Habsbourg, puis les Romanov, et en fait, ils résistent à la soumission. Je ne sais pas s'ils y arriveront ou pas. Et quand on additionne tout ça, je n'ai pas le cœur, pas l'immoralité, pas le cynisme, pas l'immoralité de m'attaquer à l'islam. Voilà, je ne le fais pas. Voilà. On aspire à s'élever socialement et on aspire au luxe, au confort, etc. Donc tu as une fascination pour la bourgeoisie vue de l'extérieur, et puis après tu te rends compte que le confort de la bourgeoisie, tu ne peux pas l'avoir sans choper la vérole morale. Tu vois, tu ne peux pas dissocier les deux. Tu ne peux pas en être et pas en être. Tu vois, donc à un moment donné, tu as le confort et la laideur morale. Et en fait, la laideur morale, quand tu es dans quelqu'un qui aime les idées et sans doute qui a un fort instinct moral, est un inconfort bien plus grand que le confort matériel, si tu veux, que tu procures la bourgeoisie. Tu vois, c'est-à-dire que c'est bien plus ennuyeux de dîner dans un grand restaurant avec des connards et des salopards, si tu veux, que de dîner avec des potes sympas dans un petit boui-boui. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, tu te dis, c'est dommage, parce que le rêve, ce serait de dîner dans un restaurant avec des potes sympas, mais pour ça, il faudrait reprendre le pouvoir. Tu vois, et d'où le processus révolutionnaire, quelque part. Tu vois, ouais, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, bon, bah, c'est pas possible, quoi. C'est comme comment passer à la télé sans mentir, tu vois. À un moment donné, tu te dis, je voudrais passer à la télé pour dire la vérité. Chaque fois, et tu te rends compte que pour passer à la télé, tu dois mentir. À un moment, tu te dis, je préfère ne plus passer à la télé plutôt que passer à la télé pour mentir. Aujourd'hui, le deal, il est là, tu vois. Et c'est toujours cette problématique bourgeoise qui est quand même la classe de la dissimulation et du mensonge, tu sais, la classe qui te dit que le problème, c'est pas le meurtre, c'est le sang sur les mains, tu vois. C'est ça l'essence même de la bourgeoisie. La faute de goût, c'est pas de déclencher la cascade meurtrière, c'est d'arriver à table avec du sang sur les mains, tu vois. C'est-à-dire alors que la morale, c'est le contraire. Tu dois assumer de tuer toi-même, tu vois. Au moins, celui qui a tué lui-même, il a commis un acte viril, il y a un acte de responsabilité. Le bourgeois, c'est pas vu, pas pris, tu vois. C'est la délégation, et c'est, comment dirais-je, l'esthétique de la plénitude et l'apparence de la propreté, tu vois. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, comment dirais-je, la respectabilité bourgeoise, tu vois. C'est le portrait de Dorian Gray, tu vois. C'est une apparence impeccable derrière laquelle il n'y a que vérole, tu vois. Et surtout, ce qui m'a beaucoup perturbé en découvrant ça, c'est quand, par exemple, j'incrustais Castel, etc., c'est que les enfants de la bourgeoisie intègrent très vite cette laideur qui se connaissent très vite intuitivement le prix de la cooptation bourgeoise. C'est-à-dire le luxe passera par la laideur, tu vois. Ils le savent et ils l'admettent très jeunes. Ce qui fait qu'il y a un truc très étonnant chez les bourgeois, c'est qu'ils ont exactement le profil psychologique des vieux, tu vois. En fait, un jeune bourgeois, c'est un vieux. Il a une vision du monde de vieux, tu sais, en termes de cynisme, en termes de capacité d'acceptation de la laideur du monde, tu sais, de ce qu'on appelle, ce que j'appelle le renoncement, mais qu'on appelle, tu sais, devenir adulte, tu sais. Devenir adulte, c'est ça, c'est accepter le monde, quoi, tu vois. Et tout ça additionné fait que quand tu vois des jeunes bourgeois qui ont déjà une mentalité de vieux, c'est-à-dire désabusés, sans flamme, etc., l'angoisse que tu ressens dans un dîner mondain avec des gens, je te dis, qui ressemblent tous à des figurants dans le bal des vampires, etc., tu as un désir de lutte, enfin de lutte contre, un désir de dire la vérité aux gens qui sont dehors, ça ne sert à rien d'y aller, ça n'a pas d'intérêt, un désir de châtiment sans doute, et surtout ouais, le sentiment que la vie est ailleurs. Tu vois, j'en ai beaucoup parlé avec Dieudonné de ça, il est exactement d'accord avec moi. Il m'a dit, à un moment donné, je préfère être un être digne et conscient de lui-même, tu vois, qui peut se regarder dans une glace, dans un petit théâtre avec 200 personnes, que faire le zénith et terminer comme Jamel Debbouze, tu vois. Bigard d'ailleurs, tu vois, qui se pose encore la question, il est d'accord avec Dieudonné, mais il n'en a pas le courage, tu vois ce que je veux dire.
ce qui est mieux que rien d'ailleurs. Tu vois. Donc voilà. Et puis surtout, la description de la laideur bourgeoise est toute l'histoire de la littérature bourgeoise. Elle est consubstantielle à la conscience douloureuse de la bourgeoisie. Aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que c'est plus Balzac. Le Balzac décrit par le menu de A à Z la spécificité et la laideur bourgeoise, cette espèce de violence qui n'est pas du tout la violence de la féodalité guerrière, mais une violence dérivée, sans sang, silencieuse, etc., très très angoissante, très abjecte. Et toujours pareil, indirect, avec les intermédiaires, cette espèce de schéma triangulaire. Aujourd'hui, on a une littérature très dévoyée bourgeoise qui fait plutôt l'apologie, plus cynique que désabusée, de la laideur bourgeoise. Hein. On est de plus en plus... on voit l'apologie de la bourgeoisie, et puis surtout dans les magazines féminins. Quand tu regardes les magazines People, c'est l'apologie de la bourgeoisie pour que le peuple rêve d'en être, tu vois. C'est-à-dire que la ménagère chez le coiffeur qui voit les élites dans le coin VIP, tu vois ce que je veux dire, et de dire mon rêve c'est dans le coin VIP, tu vois ce que je veux dire. Et là, il y a un vrai travail de destruction de la conscience populaire, de cet esprit très sain qui a toujours été quand même de prendre la bourgeoisie pour ce qu'elle était, que tu vois dans les films, même de Funès jusqu'aux années 60, tu vois. Le bourgeois est toujours montré comme le bourgeois, tu vois. Et là, aujourd'hui, on est dans une période avec le bling-bling, ce qu'on appelle l'hyperclasse, et tout ça d'ailleurs est beaucoup promu par les Attali et compagnie, de nous faire respecter cette bourgeoisie parasite, inculte en plus, vulgaire, etc., comme on devait respecter les élites aristocratiques sous l'Ancien Régime, tu vois. Tu vois, c'est la nouvelle noblesse. Enfin, c'est la nouvelle aristocratie, c'est une aristocratie sans noblesse devant laquelle nous devons nous prosterner, comme l'ancienne aristocratie de l'époque de la monarchie théocratique. Or, si à un moment donné, les gens se sont soumis à la noblesse, c'est parce qu'elle était réellement noble, tu vois. Et quand à un moment donné, la Révolution française est arrivée, c'est qu'elle remplissait plus les critères. Elle n'était plus que parasitaire, dévoyée, bourgeoise d'ailleurs dans ses valeurs. Ils étaient tous fascinés par les Lumières et par l'encyclopédie. Mais aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est qu'on nous demande effectivement d'admirer et d'être fasciné par cette bourgeoisie qui n'a jamais été aussi ignoble, comme devait l'être la petite paysannerie catholique par la haute aristocratie au XVIIe siècle, tu vois, même pas au XVIIIe, tu vois. Il y a un vrai travail, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand moi je tiens une espèce de discours comme ça de critique de la bourgeoisie, je vois des gens qui ont 25 ans aujourd'hui, ils pensent que c'est de la jalousie, tu vois, c'est de la jalousie. Ils comprennent pas, tu vois, de l'aigreur, de l'inadaptation, de la regardise, tu vois. Ils comprennent pas du tout les ressorts moraux et civilisationnels qu'il y a derrière, tu vois. Alors je dis pas que c'est tout le monde, mais il y en a pas mal, tu vois, notamment ceux qui ont fait des écoles de gestion américaines et qui sont très contents de séjourner à Londres et qui adorent aller dans des spas, tu vois se dire, il y a tout cet univers-là, et tout ça, ouais, légitime effectivement un processus révolutionnaire, il n'y a pas de problème. Rien que pour cette raison morale, la révolution reste à faire, tu vois, en dehors même de toute question de gestion géopolitique, etc. Il faut bien, pour ne pas être dans une espèce de violence ou d'hystérie de la théorie du complot, de voir que beaucoup de gens qui participent à une domination de type collectif n'ont pas conscience et le font comme des petits soldats inconscients. Mais par contre, il y a des gens qui en ont conscience, et c'est comme dans l'armée. C'est-à-dire que le deuxième pompe fait ce qu'on lui dit de faire. Il ne sait pas quel est le projet belliqueux de l'armée. Le caporal en sait un peu plus, le général en sait beaucoup plus, mais par contre, il est aussi sous les donneurs d'ordre des politiques. Et les politiques eux-mêmes exécutent, comment dirais-je, la volonté des financiers. Donc il y a réellement une distribution des responsabilités, des sas, ce qui fait qu'à un moment donné, il est difficile de reprocher au deuxième pompe la méchanceté et la violence du détenteur du capital qui a donné l'ordre au général, qui a donné l'ordre au capitaine. Mais pourtant, c'est pas au nom de ça que tu dois te laisser tuer par le simple soldat, ou ne pas tirer le premier s'il est face à toi avec un fusil. Et donc là, il y a toute une espèce de problème aporétique de responsabilité collective, responsabilité individuelle, conscience collective, conscience individuelle. Et c'est sans solution. C'est-à-dire qu'individuellement, aucun membre de l'organisation n'est responsable de la violence de l'organisation, mais pourtant, il y participe. Et cette organisation est hyper violente à cause de la petite violence additionnelle de tous ses membres. Et tu vois, c'est comme ça que fonctionnent les mafias. Et c'est très compliqué sur la question morale. C'est de savoir... D'ailleurs, tu es face à un soldat allemand, il est deuxième classe comme toi, tu dis est-ce que je dois tuer ce pauvre mec, il y est pour rien, il me veut pas de mal, on l'a obligé à y aller, mais pourtant c'est lui ou moi, tu vois. Et c'est assez horrible, je pense, cette question-là, tu vois. Et c'est évident qu'à un moment donné, la justice serait d'aller effectivement s'attaquer aux donneurs d'ordre. Et dans les persécutions,
c'est toujours les deuxièmes pompes qui payent, parce que les donneurs d'ordre s'en sortent toujours avant que ça chauffe, tu vois. Donc il y a un énorme problème et une énorme immoralité de la relation responsabilité collective, responsabilité individuelle, comment dirais-je, hiérarchisation de la conscience et des responsabilités, et une énorme laideur du monde qui fait que ce sont toujours les petits exécutants semi-inconscients des systèmes hiérarchiques de domination qui payent pour les donneurs d'ordre de la domination qui, eux, ne morflent très rarement. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que c'est ça le symbole de la décapitation de Louis XVI ou de l'exécution des Romanov. C'est qu'il faut de temps en temps que celui qui est au sommet symbolique de la hiérarchie de domination et de persécution, si tu veux, crève, tu vois, pour qu'on reparte sur une remise à zéro et qu'on reparte sur une saine base de justice, tu vois. Voilà. Et voilà, donc, cette question-là est une question éternelle, quoi. C'est-à-dire, c'est la question de... Effectivement, dois-je détester le Boche, tu vois, pendant la guerre de 40 ? Dois-je tuer le père de famille Boche, tu vois ? C'est quand même une régression étape par étape du niveau d'intelligence, de traitement. Et là, on arrive à un truc, c'est la manière dont l'Empire qui prétend incarner l'héritage des Grecs, qui prétend incarner le logos, est le grand destructeur du logos. Parce que pour qu'aujourd'hui contrôler ce qu'ils appellent soi-disant les citoyens des démocraties, voilà, il faut effectivement un abrutissement très 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 profond des individus. C'est-à-dire pour que quelqu'un gobe au premier degré toute la réécriture de l'affaire des 10 morts d'Afghanistan, il faut qu'il ait atteint un niveau, enfin, il faut qu'il soit descendu très bas dans les niveaux de conscience. Hein. Et on voit bien que le travail de la société, des médias et même des éducateurs éducatifs, hein, c'est un truc, c'est de faire descendre ce niveau chaque jour un peu plus bas quand même, pour la soumission. Et alors là, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une limite anthropologique à l'abrutissement? Est-ce qu'à un moment donné, il y a une révolte où il y a un sens, comment dirais-je, un sens de la raison minimum qui fait qu'à un moment donné, l'individu s'en rend compte et se révolte parce que ce niveau de raison est tombé tellement bas qu'elle le met en danger lui-même pour sa propre survie, tu vois, organique et mécanique, tu vois. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un seuil, tu vois, avec après un système d'alerte, tu vois, où même l'abruti le plus abruti, à un moment donné, ne peut pas accepter de se jeter par la fenêtre, tu vois. Il a toi même conscience qu'il y a des mécanismes rationnels minimums, comme les lois de la gravitation, des choses comme ça, tu vois. Je te dis, est-ce qu'on peut arriver vraiment jusqu'au bout à faire croire à un mec qui fait jour quand il fait nuit, sous prétexte que le commentateur de la télé, ça peut être même Rosel Mac, tu vois, il peut même être noir, lui dit qu'il fait jour alors qu'il fait nuit, ou qu'il y a du réchauffement climatique alors qu'il n'a jamais autant plu, il n'a jamais autant fait froid quand on veut partir en vacances, tu vois, et qu'il y a de la sécheresse alors qu'il fait que pleuvoir, enfin tu vois, ça c'est une question. Est-ce qu'il y a un seuil? Après quoi, il y a une alerte et une révolte, tu vois. Et ça, c'est en cours, on va le vérifier. Parce que moi j'avais écrit un bouquin qui s'appelle Jusqu'où va-t-on descendre, avec l'idée que là, on est quand même descendu très très bas. Je l'ai écrit il n'y a pas très longtemps, enfin c'est 2002, on a encore dégringolé de plusieurs degrés de l'échelle. Et moi je me rappelle quand j'étais gamin, on me disait que les Américains étaient un pays de plouc, où un mec pouvait mettre un costume avec des chaussures de sport, ça me paraissait... Et quand on voyait, si tu veux, à l'époque, très peu d'ailleurs, les élections américaines, on en voyait 2 minutes, où on voyait des chanteurs avec des espèces de cons qui faisaient des plaisanteries grasses et stupides, tu vois, et on se disait, nous avons quand même une civilisation bien plus élevée. C'est-à-dire qu'on pensait, si tu veux, que c'était des primitifs par rapport à nous. Alors en réalité, c'était notre avenir, tu vois. Et la phrase, c'est pourquoi tu t'intéresses encore à ces merdes? T'as vu comme ils sont cons, tu vois ce que je veux dire? T'entends ça systématiquement, tu vois. Je l'ai entendu, j'espère que ça tourne encore là. Ouais. Je l'ai entendu chez Henri Weber, ce genre de phrase. Tu vois, avant de rentrer à RTL dans une émission, il croit que comme je suis au PC, il me prend pour un con ou un collabo qui a déjà signé. Il est sénateur, ancien 68 art, tu vois, de cette grande bourgeoisie cosmopolite, etc. Et on commence à parler effectivement des difficultés de la classe ouvrière, puis il fait avec un soir, il fait mais la France est un pays de cocagne, tu vois. C'est-à-dire de dire ces gros cons sont gavés jusqu'à la gueule, tu vois. Tu vois, ils méritent, toi, je veux dire, tu vois, et là tu sens le mépris de classe intégrale, tu vois, alors que le mec est censé défendre la classe ouvrière depuis toujours, tu vois. Et là, le mec il jouit quand il dit ça, tu vois, et il croit en plus qu'il te lance un clin d'œil, tu vois. Tu sais, la connivence des enculés, quoi, tu vois. Alors tu lui en mets plein la gueule pendant l'émission, puis après t'es jamais réinvité. Enfin, j'ai été viré de l'émission, enfin, j'étais chroniqueur à cette émission à RTL, j'ai été viré dès la 2e émission, tu vois. Donc c'est-à-dire que pour que je puisse revenir, il fallait en plus que je lui lèche le cul, tu vois. Et je le savais. Et j'ai perdu 1400 francs que je gagnais en 1 heure, tu vois. Alors que j'ai des problèmes de survie, tu vois. Je sais pas si tu vois donc ça rejoint la question de la force. C'est comment les punir pour ça, tu vois, plus tard. Et pour l'instant, j'ai pas vraiment la main, tu vois.